Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Pascal Rousseau. Je suis la directrice des services de dystrophie musculaire Canada. Je suis très, très, très heureuse de vous accueillir ici ce soir. Je suis également heureuse d'accueillir les gens de Québec et les gens de Sherbrooke. C'est vraiment bien qu'on puisse se rencontrer via la technologie, là, avoir plus de monde à la conférence. Donc, ce soir, c'est la conférence sur la myotrophie spinale avec le docteur Guy Danjou. Donc, cette conférence-là, ce soir, s'inscrit dans ce qu'on appelle les grandes conférences scientifiques. Alors, moi, je suis vraiment fière ce soir que ce soit la première conférence, qu'elle soit présentée à vous. Plusieurs partenaires à remercier. Sylvie Darcy, Joanne Bégin du Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine, qui ont, avec moi, organisé cette conférence-là. Nos partenaires à l'IRDPQ et au CHU Sherbrooke également. Donc, vraiment, je suis très, très, très contente. Si on est ici ce soir, c'est grâce à eux et grâce au docteur Danjou, évidemment, qui a accepté de faire la conférence. Je vous dis, premièrement, que la conférence sera enregistrée. Donc, pour les gens qui vont vouloir regarder le DVD par la suite ou le passer à des membres de la famille, ce sera possible. Vous avez qu'à communiquer avec nous à l'association ou avec Marie-Enfant. J'ai donc le plaisir de vous présenter le docteur Guy Danjou. Alors, je vais prendre mes petites notes parce que je ne vais pas me tromper. Alors, le champ de pratique du docteur Danjou est les maladies neuromusculaires. Il est consultant clinique à la clinique retard moteur du Centre de réadaptation Marie-Enfant. Il est responsable médical du programme MNM, maladies neuromusculaires de Marie-Enfant. Il a un intérêt très marqué pour la recherche au niveau des maladies neuromusculaires. C'est l'investigateur principal à Montréal pour le projet Cure SMA. Il participe au projet de recherche du CHU Sainte-Justine et sur la neuropathie des soins intensifs. Alors, le docteur Danjou va faire une présentation là, autour un petit peu plus d'1 heure. Il y aura ensuite une période de questions. Alors, docteur Danjou, la parole est à vous. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. C'est une présentation qui se veut scientifique, mais également, j'espère qu'elle va être accessible pour vous tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des mots qui ne sont pas familiers, ça va me faire plaisir de pouvoir préciser. Mais tout au long de la présentation, je vais essayer de prendre pour acquis que vous êtes des néophytes en la matière. Alors, donc, ça me fait plaisir de vous présenter la myotrophie spinale, ses aspects cliniques, de même que ses perspectives thérapeutiques en pédiatrie. Je vais d'abord commencer avec une introduction. Les premiers cas qui pouvaient suggérer une amyotrophie spinale ont été décrits au 19e siècle par le docteur Wernig. Wernig fait référence, maintenant le type 1 s'appelle Wernig-Hoffmann, donc c'est grâce à lui que la maladie a été découverte ou connue. En fait, les premiers cas qui se sont présentés avaient comme caractéristique une faiblesse des muscles qui était progressive et qui atteignait surtout les cuisses plutôt que les pieds. Et les enfants avaient aussi une diminution de tonus qu'on appelle une hypotonie et n'avaient pas de réflexe, d'où le mot aréflexique, où les réflexes étaient diminués. On appelle ça une hyporéflexie. Par la suite, on s'est aperçu que cette faiblesse musculaire était due à une perte des neurones de la corne antérieure. La corne antérieure, c'est un peu ce que la racine du cheveu est. En fait, c'est d'où part le nerf au niveau de la moelle épinière pour se rendre aux différents muscles qui l'innervent. Donc, c'est vraiment le noyau du nerf, si on peut dire. Par la suite, on s'est aperçu que la maladie avait 3 phases. D'abord, la phase préclinique, la phase subaiguë et la phase chronique. Si on regarde la phase préclinique comme telle, en fait, c'est la phase où les enfants sont normaux. Il y a déjà une perte des neurones qui a commencé
mais parce que le corps réagit en allant réinnerver les muscles atteints, mais il n'y a pas de symptômes. Qu'est-ce qu'on entend par réinnerver? C'est que, par exemple, si moi, je suis une neurone et j'ai à aller me connecter sur 30 muscles, mon voisin, le voisin B, se connecte sur 30 autres muscles et mon voisin C se connecte à 30 autres muscles. Donc, chacun, on a nos propres muscles qu'on va se connecter. Si moi, par exemple, je meurs, bien, mon voisin B et C vont aller se connecter à mes muscles sur lesquels moi, je me connectais initialement. C'est ce qu'on appelle le processus de réinnervation. Donc, c'est mes voisins B et C vont aller se projeter sur les muscles qui sont plus innervés parce que moi, je suis mort. C'est ce qu'on appelle la réinnervation. Donc, dans la phase préclinique, parce qu'il y a ce processus de réinnervation-là, parce que B et C existent et moi, je suis mort, bien donc l'enfant n'a pas de symptômes. Mais il y a quand même eu une perte des neurones, mais mes voisins B et C s'occupent à ce que l'enfant n'ait pas de symptômes. Par la suite, apparaît la phase subaiguë, où là, mes voisins B et C ont beau travailler, mais moi, je suis de plus en plus mort, ou je suis de plus en plus fatigué, alors eux ne peuvent plus compenser par mes pertes de neurones. Alors, l'enfant va présenter des symptômes. Et quand la phase subaiguë arrive, souvent la perte, en fait, la phase subaiguë va apparaître parfois après un virus, parfois parce que l'enfant va avoir été dénutri pour quelque raison que ce soit, parfois dû à un stress. Donc, il peut arriver que l'apparition des symptômes soit précipitée par un facteur quelconque, que ce soit, je répète encore, donc la grippe, un problème de dénutrition, un stress quelconque. Et là, la perte est active, c'est-à-dire que mes voisins B et C ont beau travailler pour se connecter sur les muscles. Et malheureusement, malgré ça en place, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des muscles qui ne reçoivent plus le courant nerveux qui est nécessaire pour qu'ils fonctionnent. Alors, l'enfant va présenter cette faiblesse dont j'ai parlé au début. Et souvent, quand les symptômes apparaissent, souvent, les symptômes sont de plus en plus importants, ce qui amène les parents à venir consulter. Et ça peut apparaître sur des jours. Là. Il y a des parents qui vont dire que c'est un enfant qui bougeait bien, il était actif, et tout d'un coup, en quelques jours, il ne bouge plus ses bras, surtout la portion proximale, donc le début, soit les avant-bras ou les cuisses. Et ça peut se faire de façon très rapide. Par la suite, cette période-là peut durer des semaines à des mois, tout dépend quel type l'enfant est atteint. Et par la suite, on a une phase chronique où les enfants restent relativement stables. Ils peuvent avoir certaines détériorations, surtout s'ils ont des infections à répétition, mais c'est une phase qui est relativement stable pour des mois à années. Et en fait, on dit que entre le moment où les symptômes commencent et on atteint le stade 3, donc la phase chronique, on peut compter, là, surtout pour les types 2 et 3, quelques mois, là, on dit même jusqu'à 3 ans. Là. Et alors que les types 1, là, rapidement, il y a des types 1 qui peuvent se présenter, là, premier mois de vie, deuxième mois de vie, et ils sont déjà rendus dans la phase 2, et rapidement, la maladie est installée. C'est important de bien comprendre ces différentes phases-là, parce que, en fait, d'un point de vue recherche aussi, c'est que quand on veut étudier un médicament, c'est important que l'enfant soit stable dans le temps pour qu'on puisse vérifier l'effet du médicament. Alors, c'est sûr que si on a un enfant qui est rendu dans sa phase chronique, bien, juste l'effet d'un nouveau médicament, on va être capable de mesurer avant et après le médicament si l'enfant s'est amélioré sur le plan moteur. Alors que s'il est dans la phase subaiguë ou qui est en perte, ça va être difficile de vérifier l'effet du médicament parce que l'enfant se détériore sans qu'on puisse intervenir. Alors, c'est difficile de vérifier vraiment l'impact d'un médicament. Cependant, lorsqu'on veut étudier un médicament, on veut intervenir assez tôt dans la maladie
pour qu'on puisse travailler sur les nerfs qui restent. C'est sûr que quand on est rendu dans une phase avancée de la maladie, on a beau avoir un médicament qui pourrait être prometteur, si il reste plus beaucoup de neurones viables, alors l'effet du médicament ne sera pas le même que si on a encore beaucoup de neurones qui sont encore en forme, puis qui sont connectés aux muscles, puis qui assurent leur fonction. Alors là, l'impact d'un médicament peut être important. Alors oui, on veut travailler avec les enfants qui sont surtout dans la phase subaiguë, mais c'est une difficulté pour nous de bien apprécier l'effet du médicament parce que ils peuvent noter, c'est dans la phase où que la perte des neurones est importante. En fait, la myotrophie spinale est une maladie, qui a une présentation similaire. C'est des enfants et des adultes qui ont une faiblesse, surtout qui touche les cuisses et les avant-bras. Ils ont eu souvent une perte de réflexe ou une absence de réflexe. Alors, lorsqu'on voit un enfant en clinique et qu'il a cette présentation-là, pour nous, ça devient évident. C'est le premier diagnostic à quoi on pense. Mais néanmoins, la présentation peut être variable parce que l'âge d'apparition de la maladie et sa sévérité est différent. On peut avoir affaire à un poupon de 1 mois, 2 mois de vie qui est très mou, qui ne bouge plus, ou on peut avoir l'adulte qui se présente avec une faiblesse des cuisses et des bras qui est apparue de façon subaiguë, donc sur quelques semaines à mois. Il arrive aussi qu'il y a des enfants qui naissent avec des contractures. En fait, c'est des postures anormales des membres, que ce soit les pieds qui sont plutôt tournés vers l'intérieur ou les mains. Donc, il y a des enfants qui peuvent naître avec des déformités, des contractures et avoir la myotrophie spinale. Et c'est souvent des enfants, lorsqu'ils naissent avec la maladie, peuvent avoir des difficultés respiratoires. Ils deviennent dépendants du respirateur, sont en détresse respiratoire dès les premières minutes à heure de vie. Ça, c'est le type 0. On le voit très rarement. On a surtout affaire au type 1, surtout type 2 et moins type 3. Mais il y a aussi des cas type 0 qu'on appelle qui se présentent dès la naissance. Donc, vous comprenez, quand on dit le spectrum clinique est large, ça veut dire que ça peut apparaître de la première minute de vie, mais même dans le ventre de la maman, il arrive des fois, surtout les types 0, que les mamans vont rapporter que l'enfant bougeait moins dans leur ventre. Ou ça peut arriver chez l'adulte qui s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de difficultés, par exemple, à monter les escaliers, à courir, à se relever de la position assise. Alors voilà. L'aspect génétique maintenant. Bon, au cours des dernières années, il y a de plus en plus de maladies pour lesquelles on a trouvé le gène qui était déficient. Le gène, c'est la portion sur les chromosomes qui a un rôle de produire une protéine, que ce soit une protéine pour les yeux, les cheveux, le cœur, les nerfs, etc. Donc, sur nos 46 chromosomes, il y a sur chaque endroit une protéine qui est une portion du chromosome qu'on appelle le gène qui va être responsable de synthétiser une protéine. Alors, le gène de la myotrophie spinale a été identifié en 90 et il se situe sur le chromosome 5. Et la protéine que ce gène est responsable de produire, c'est la protéine SMN, pour Survivor Motor Neuron. En fait, je vais définir un peu c'est quoi son rôle. Il faut comprendre qu'il y a 2 types de SMN, de protéines, qu'on appelle la protéine SMN1 et la protéine SMN2. Et on a 2 copies de la SMN1 et on a 2 copies de SMN2. Pour chaque particularité du corps humain, il y a toujours 2 copies, une qui vient du père et une qui vient de la mère. La différence entre la protéine SMN1 et SMN2, c'est qu'une portion du gène qui est différente, c'est la portion du gène qui est différente, qui amène 2 protéines différentes, c'est l'exon 7. Et on s'est aperçu que 95% des patients qui ont la myotrophie spinale vont avoir un défaut au niveau de l'exon 7, un défaut qu'on appelle la délétion, qui va synthétiser la protéine SMN1, qui est responsable, donc ce défaut, cette délétion au niveau de l'exon 7 qui amène une absence de synthèse de protéine SMN1, va être responsable de la maladie.
SMN2, en fait, parce qu'elle n'a pas cet exon 7-là, n'est pas fonctionnelle. OK? Elle est présente, mais elle n'est pas fonctionnelle. On ne connaît pas exactement son rôle, mais à elle seule, elle ne peut pas assurer la fonction. On pourrait dire, bon, ben, on est chanceux, on a SMN1, on a SMN2, puis SMN1 ne marche pas, c'est pas grave, on focus sur SMN2. Malheureusement, non, SMN2 est trop faible pour suppléer à la tâche. Elle n'est pas fonctionnelle parce qu'elle manque cet exon 7-là. Mais elle a un rôle dans l'importance, dans la sévérité de la maladie. C'est qu'on s'est aperçu que plus on a de copies de SMN2, moins la maladie elle est sévère. Et il a été décrit que, par exemple, le type 1 ont seulement 2 copies de SMN2, le type 2, 3 copies, et le type 3, 4 copies. Le type 3 étant le moins sévère des 3. Et ça a une importance en recherche parce qu'on ne peut pas aller corriger le nerf. On ne peut pas aller corriger les gens. Peut-être dans 15 ans, 20 ans, on va pouvoir le faire. On est en 2008. Encore aujourd'hui, malgré l'avancement de la recherche, on n'est pas capable d'aller corriger le gène SMN1. Mais par exemple, on a de l'espoir parce qu'on peut travailler sur SMN2. Donc, en augmentant les quantités de SMN2 par différents médicaments, on pourrait diminuer la sévérité de la maladie ou stabiliser l'évolution de la maladie. Et c'est un des points importants en recherche et c'est un des points sur lesquels on travaille. Alors, la génétique de la maladie. Donc, quand je rencontre les parents et je fais l'annonce du diagnostic, on parle une des questions des parents, est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire? En fait, je vous ai, on vient de discuter de l'aspect génétique. C'est une maladie génétique parce qu'il y a un défaut au niveau d'un gène. Donc, un défaut au niveau des chromosomes, sur le chromosome 5 pour la myotrophie spinale. Donc, c'est une maladie génétique et elle est héréditaire. Ce que veut dire le mot héréditaire, c'est qu'elle est transmissible. En fait, si on regarde le dessin ici, que je trouve génial, c'est souvent difficile à expliquer aux parents pour ceux qui n'ont pas de connaissances en biologie, mais il est très... j'ai trouvé ça hier soir, alors je dis, on le met très bien. Donc, si on regarde, pour que, la myotrophie spinale, c'est une maladie autosomale récessive. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on doit avoir 2 copies du gène anormal pour développer la maladie. Alors que les parents, eux, sont seulement porteurs, ils ont une des 2 copies du gène anormal. Tantôt, je vous ai dit que pour chaque structure du corps humain, que ce soit la couleur des yeux, la couleur des cheveux, on a 2 copies, une qui vient du père et une qui vient de la mère. Alors, si on se rapporte au gène SMN, on a 2 copies. Si on en a une des 2 qui est anormale, on est porteur, alors que pour avoir la maladie et la développer, il faut avoir 2 copies anormales. Donc, on a un père ici qui est... Donc, on a un père ici qui est porteur, donc une des 2 copies anormales, donc anormale en bleu foncé. La mère, elle est porteuse aussi. Alors, pour chaque grossesse, quand il y a fusion du spermatozoïde et de l'ovule, on donne nos 2 copies et donc, on regarde les possibilités. Juste une seconde que je trouve mon marqueur. Bon, où il est? Bon, je vais aller avec les... Donc, si on regarde l'enfant non atteint, donc unaffected, lui a eu les 2 copies... en fait, je me suis trompé. Les 2 copies anormales. La copie anormale, c'est en blanc, alors que quand tu es sain, c'est en foncé. Donc, l'enfant, non atteint, il a hérité des 2 copies normales. Une du parent, une du papa, une de la maman. Alors, lui, il est normal. Les enfants porteurs, donc, comme la maman et le papa ont chacune une copie anormale, ben, ils peuvent donner naissance à chacun des enfants porteurs. Et il y a l'enfant ici atteint qui, lui, a hérité malheureusement
des 2 copies anormales. Donc, pour chaque grossesse dans une maladie récessive, que ce soit la myotrophie spinale, la fibrose kystique et bien d'autres, pour chaque enfant à naître, il y a une chance sur 4, parce que chaque parent a un des 2 gènes anormaux. Donc, il y a une chance sur 4 que l'enfant soit atteint. Il y a une chance sur 2 ou 2 chances sur 4 que l'enfant soit porteur, et il y a une chance sur 4 que l'enfant soit sain et non porteur. Alors, notre protéine SMN, en fait, elle est synthétisée dans le corps cellulaire des neurones moteurs. Je vous ai dit tantôt, il faut voir le neurone comme un peu un cheveu, et la racine du cheveu est notre corps cellulaire, et le cheveu en soi est le nerf. C'est la même chose pour... donc, le corps cellulaire va se retrouver dans la moelle épinière. Donc, il y a différents... va se retrouver dans la moelle épinière. On appelle dans la moelle épinière, exactement, c'est au niveau de la corne antérieure. Donc, la portion antérieure de la moelle épinière. Le nerf va partir et va aller, après ça, se connecter à tous les différents muscles. Et le nerf peut avoir... Il y a certains nerfs qui peuvent mesurer des mètres, là. Bon, en fait, des mètres, on s'entend. Là. Chez les animaux, les girafes, mais pas pour nous. Là, mais, donc, il y a des nerfs qui ont quelques millimètres, quelques centimètres. Mais si on part... on a des nerfs quand même qui peuvent partir par exemple, du cou, puis se rendre jusqu'au niveau de la main. Alors, donc, il y a des nerfs qui ont plusieurs centimètres. Donc, le corps cellulaire est retrouvé dans la moelle épinière, et après ça, on a sa projection qui est le nerf en soi. Donc, la protéine SMN est synthétisée dans le corps cellulaire. En fait, c'est dans le noyau, là, les gènes sont dans le noyau et sont synthétisés autour du noyau. Le noyau, c'est le point noir, là. En fait, donc, la protéine SMN, elle a un rôle dans le maintien de l'intégrité neuronale afin d'éviter l'apoptose. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle a comme rôle de s'assurer que le nerf se maintient en vie pour assurer sa fonction. Donc, la protéine est, en fait, grosso modo, la protéine peut être impliquée dans le transport des vitamines, des nutriments qui vont se rendre tout le long du nerf pour que le nerf reste viable. Et il y a peut-être aussi un rôle pour éviter l'apoptose et le vieillissement prématuré d'un nerf. Donc, la protéine, en plus de nourrir le nerf en soi, s'assure que le nerf reste en vie. Si bien que quand la protéine n'est pas synthétisée, le nerf ne peut plus se maintenir en vie et il meurt. Et c'est pour ça qu'apparaît, quand il y a beaucoup de nerfs qui meurent ou qui se dégénèrent, la maladie va apparaître. Alors, grosso modo, à l'échelle mondiale, on dit que la maladie est présente, un enfant, en moyenne 8000 naissances, va développer la maladie. Alors que l'état de porteur est beaucoup plus fréquent, donc un enfant, un adulte sur 60 à 80 est porteur du gène. Et, mais bon, il doit rencontrer son conjoint et sa conjointe qui lui aussi est porteur pour, et après ça, donner naissance une chance sur 4 à un enfant qui va être malade. Donc, grosso modo, à l'échelle mondiale, on dit un cas pour 8000 naissances vivantes. Maintenant, je vais parler des différentes manifestations cliniques. En fait, des manifestations cliniques pour les différents types. Si on regarde le type 1, qu'on appelle le Werning-Hoffmann ou l'atrophie musculaire spinale aiguë, en fait, grosso modo, début avant l'âge de 6 mois. Et je vous disais tantôt qu'il y a certains enfants qui peuvent avoir une présentation aiguë jour à semaine. Les parents vont dire que c'est un enfant qui bougeait bien, il prenait son biberon, il prenait sa suce, et tout d'un coup, il y a juste les mains qui bougent. Et ça s'est présenté après une grippe, ça s'est présenté spontanément. Et ils vont se présenter, ils vont rechercher, ils vont aller consulter parce que ça les inquiète. Donc, mais grosso modo, on dit un enfant qui a un début de faiblesse avant l'âge de 6 mois,
et le plus probable, un type 1. Donc, la maladie est caractérisée par une faiblesse musculaire qui est surtout proximale. Donc, ils vont bouger à peine les avant-bras, mais ils vont bouger seulement les mains. C'est des enfants qui se développent peu. Si, par exemple, la maladie apparaît à 1 mois, 2 mois de vie, ben, le contrôle de la tête, qui est un des premiers stades du développement, se fait autour de 2 à 3 mois. Alors, si la maladie a commencé à 3 mois, ça se peut qu'ils n'ont même pas de contrôle de tête encore. Donc, et si la maladie s'installe, bien, ils ne se développeront pas en raison de la détérioration des nerfs. Donc, on dit une absence de développement ou un développement pauvre. Et ils ont une baisse de tonus et classiquement, ils n'ont pas de réflexe quand on prend notre marteau et qu'on vérifie au niveau des différentes articulations. Donc, un enfant qui n'a pas de faiblesse, on vérifie et ils ont des sensibilités normales. Donc, on vérifie, on pince les enfants et on vérifie, où les parents vont dire qu'ils ont eu son vaccin de 2 mois, ils rejettent la douleur, mais ils bougent peu. Donc, ça, c'est une des caractéristiques. Faiblesse musculaire normale alors que les sensibilités sont normales. Faiblesse musculaire alors que les enfants perçoivent bien les sensibilités. Déjà là, ça, c'est une indication que c'est juste la partie motrice du nerf qui est atteinte et non pas la partie nerf et la partie moteur et sensitive qui nous dirait que c'est plus un problème du nerf en soi et non pas du corps cellulaire. Donc, je répète, quand on a juste une faiblesse puis qu'on n'a pas de sensibilité, c'est pas le nerf en soi qui est atteint, mais c'est la corne antérieure. Et tout de suite, on pense à une amyotrophie spinale. Alors que si les sensibilités sont atteintes, c'est sûr que c'est pas une amyotrophie spinale. Donc, déjà, quand on évalue un enfant, on est rapide, puis qu'en plus, il n'y a pas de réflexe, on devient rapidement, on suspecte rapidement l'amyotrophie spinale. Et c'est des enfants aussi qui ont un sensorium normal. Le sensorium normal, c'est un éveil. Ils ont un contact, quand on les voit plus vieux, ils ont un contact visuel, ils font des sourires, puis sont très faibles de leurs membres. Il y a comme une disproportion entre la faiblesse des membres et la présence d'esprit de ces enfants-là. Alors que si, par exemple, c'est un enfant qui a une atteinte du cerveau, bien, ils peuvent être très mous, bouger à peine et pas avoir de contact, pas avoir de sourire. Donc ça, c'est un autre indice, comme quoi qu'on sait que c'est pas le cerveau qui est atteint, mais plus les nerfs ou les muscles. Les nerfs, en fait, excusez. C'est des enfants aussi qui ont des difficultés à suctionner, des enfants aussi qui ont de la difficulté à avaler. On voit aussi à l'examen pas toujours des fasciculations de la langue. En fait, des fasciculations, c'est un peu comme des mouvements de serpent qu'on regarde à la superficie de la langue avec l'évolution de la maladie. Donc, quand la maladie progresse, de plus en plus, on note ce signe-là. Ils peuvent avoir une respiration abdominale, c'est qu'en raison du fait que les muscles de la cage thoracique peuvent être atteints. L'enfant a de la misère à ouvrir la cage thoracique, alors il va surtout respirer par son ventre. On peut voir aussi un tremblement des mains à l'occasion plus tard et plus tard aussi peut apparaître en raison de la faiblesse des contractures. Si l'enfant bouge peu, bien, il peut garder une position. Si par exemple il y a de la difficulté à faire une extension du poignet, mais il va rester souvent la main en flexion et s'il y a peu d'exercices qui se font, bien, l'enfant va rester avec des déformités qu'on appelle des contractures. Puis ça peut être au niveau des genoux ou des coudes. On dit grosso modo, c'est toujours la question que les parents posent, l'espérance de vie est de moins de 2 ans. C'est sûr qu'un enfant de type 1 qui fait une infection respiratoire, qui a de la difficulté à respirer tôt dans l'apparition de la maladie, on est beaucoup plus inquiet. On dit 2 ans, là, mais dans les dernières années, la plupart des patients, dans les 2 dernières années, la plupart des patients qui ont été suivis par nous puis qui avaient le type 1 ont fait autour d'1 an. Aux États-Unis, l'approche est différente. Les gens sont beaucoup plus actifs. Tous les ans, il y a un meeting aux États-Unis pour l'amyotrophie spinale où les familles sont invitées.
via l'association Project Cure SMA. Et on voit les enfants de type 1 qui sont sous respirateur, qui sont gavés avec un trou dans l'estomac, qui sont suctionnés. Donc, sont très agressifs aux États-Unis, alors qu'ici, on est peu agressif lorsque l'enfant a des difficultés respiratoires. On ne propose pas d'aide du ventilateur. On ne propose pas de les nourrir par l'estomac. On assure juste des soins de confort pour s'assurer à tout le moins que l'enfant ne souffre pas. Type 2 maintenant, ce qu'on appelle la forme intermédiaire, qui est, ou le compartiment type 1 qui est la forme aiguë. Ici, on appelle ça la myotrophie spinale chronique. Les symptômes, alors que le type 1, c'est les symptômes avant 6 mois. Ici, on dit que les symptômes apparaissent entre 6 et 18 mois. Mais il est déjà arrivé qu'il y a des enfants qui avaient 3 mois, puis on dit que c'est un type 1 fort ou un type 2 faible, dans le sens qu'il y a un type 2 précoce. Alors, quand autour de 3 mois, c'est pas toujours clair, c'est plus l'évolution de la maladie qui va nous permettre de dire « Ah, c'est un type 2, ah non, c'est un type 1 ». Donc, ils ont encore le même tableau de faiblesse qui affecte surtout les avant-bras et les cuisses. D'une façon caractéristique, et ça je l'ai appris avec l'expérience, ils ont une voix aiguë. Quand je vais à mon meeting tous les ans où je vois les enfants qui parlent entre eux, les types 2, ils ont toute la petite voix aiguë, ou même il m'est arrivé de l'année passée, il y a 1 an, de diagnostiquer un type 1 chez l'enfant. Il y avait un pleur qui était différent des autres enfants, un pleur très aigu. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Puis souvent, je dis aux étudiants ou aux résidents, quand on voit un enfant aux étages ou en clinique externe, porte attention à la voix ou au pleur. C'est une des caractéristiques, ça ne ment pas. Mais ça, on n'apprend pas ça dans les livres, on apprend ça avec l'expérience. Ils ont aussi un tremblement des mains. Souvent, nous, en neurologie, lorsqu'on voit un enfant qui tremble, on pense souvent à une atteinte du nerf et non pas de la corne antérieure. Mais c'est un des symptômes qu'il ne faut pas sous-estimer, mais c'est plus dans les types 2 et 3. C'est rarement un tremblement qui est dérangeant, cependant. En fait, on dit type 2, c'est des enfants qui, si la position acquise n'est pas est difficile et ils peuvent la perdre avec le temps. L'ambulation sans aide n'est pas possible. Il arrive des fois que les types 2 forts peuvent à l'aide d'orthèses ou de pouvoir se tenir debout, mais l'ambulation sans aide n'est pas possible, alors qu'ils peuvent s'asseoir au début de la maladie. L'ambulation jusqu'à la 2e décade, ça c'est avec l'aide, là. Parce que les muscles sont faibles, même les muscles qui, au niveau du tronc, il peut arriver qu'il peut avoir une déviation de la colonne vertébrale qu'on appelle scoliose. Et puisque les muscles des cuisses sont faibles aussi, les jambes ont tendance à être, on appelle ça le signe de la grenouille, où les enfants ont les 2 jambes ouvertes. Souvent, l'articulation de la hanche peut sortir, ce qu'on appelle la luxation de la hanche. Donc, complications musculo-squelettiques qui sont fréquentes chez les enfants en raison de leur faiblesse. On dit qu'il y a un phase plateau jusqu'à l'adolescence ou jeune adulte. Évidemment, chez les enfants, moins ils ont d'infections respiratoires, meilleure est la survie. Donc, alors qu'on est peu agressif pour les types 1, on est très agressif. On est plus agressif pour les types 2 et 3, où on va s'assurer qu'ils développent peu d'infections, ils peuvent recevoir les vaccins. Donc, on va être beaucoup plus préventif pour les complications reliées aux infections ou à l'immobilisation. Si on regarde le type 3, qui est le Kuiper-Wallander, ou la myotrophie spinale juvénile, en fait, c'est des enfants qui ont l'acquisition de la marche, donc symptômes qui débutent après l'âge de 18 mois, mais ils ont un trouble de la démarche. Qui peut apparaître au cours de la 2e, 3e année de vie. C'est surtout une faiblesse aux membres inférieurs. Et une des caractéristiques, c'est qu'ils n'ont pas de réflexe de la cheville. Perte d'ambulation à des âges variables, donc c'est une maladie qui est beaucoup plus légère. Et on dit que l'espérance de vie, du fait qu'ils sont plus mobiles, donc sont moins à risque de complications reliées à l'immobilisation ou complications reliées à la faiblesse des muscles, la cage thoracique ou pneumonie. Donc, comme ils ont moins ces complications-là, l'espérance de vie est prolongée.
Type 4, en fait, c'est plus mes collègues adultes qui s'en occupent pas. C'est plus mes collègues adultes qui s'en occupent. Moi, j'en ai pas vu dans ma formation, ni évidemment, à 18 ans, c'est pas moi qui assure le suivi. Mais cette forme-là, elle est décrite. Symptômes qui débutent dans la deuxième décade. Le tableau comparable au type 3, donc c'est un trouble de la démarche. Bon, le diagnostic clinique. Donc, quand on voit un enfant à l'étage, à l'hôpital, par exemple, ou en clinique externe, qui nous est référé pour faiblesse, on fait un EMG. En fait, l'EMG a deux parties. Le temps de conduction nerveuse, qui est la stimulation des nerfs pour vérifier le courant, donc la vitesse. Et il y a la partie EMG où on met l'aiguille dans le muscle. Et, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais chaque portion du test va nous donner une information qui, à la fin, on va avoir une idée que c'est probablement une atteinte de la corne antérieure. Et souvent, quand je rencontre les parents, là, je leur dis que, bon, il y a une maladie du nerf et c'est probablement plus le corps cellulaire, là, la portion où le nerf débute plutôt que le nerf en soi. Donc, un problème au niveau de la moelle épinière. Et on fait à ce moment-là, quand on a fait l'EMG qui ressemble à ça, que ça ressemble à la myotrophie spinale, on réfère les patients, on envoie le patient passer une prise de sang pour rechercher le défaut au niveau du gène. Alors, c'est habituellement comme ça qu'on arrive au diagnostic. Donc, on envoie les patients se faire prélever et on recherche la délétion du chromosome 5. L'exon 7 sur le chromosome 5. 95% des patients qui ont un tableau qui suggère une amyotrophie spinale ont cette délétion-là. Si par exemple je vois un enfant, puis ça arrive malheureusement, on a eu quelques cas au cours des dernières années où on a un tableau, c'est clair, ça ressemble à une amyotrophie spinale, et là on fait l'EMG, l'étude électrophysiologique est suggestive d'une amyotrophie spinale, on envoie le patient, prise de sang, test revient normal. Alors, il y a des formes, il y a une maladie qui a, par exemple, le déficit en exoamylase A qui va donner un tableau comparable à la myotrophie spinale. Alors, on peut procéder au dosage, mais ça, on voit plus souvent ça. C'est une maladie qui est très rare. C'est souvent des enfants qui ont une atteinte intellectuelle ou une atteinte dans l'interaction. Ils n'ont pas juste l'atteinte des muscles, ils n'ont pas juste l'atteinte des membres, par exemple. Ils ont plus un problème d'interaction sociale, de contact visuel. Alors, on peut penser à ça. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer l'enfant passer une biopsie de nerf ou de muscle. Parce qu'il y a des caractéristiques à la biopsie du nerf et des caractéristiques à la biopsie du muscle. On nous dit c'est soit le nerf, c'est soit le corps cellulaire qui est atteint. Alors, rapidement, on peut, pas rapidement, mais suite à la biopsie, on peut dire, bon, malheureusement, l'analyse moléculaire, elle est négative, mais ma biopsie me confirme que j'ai une atteinte de la corne antérieure. Peut-être que dans les prochaines années, on va peut-être s'apercevoir que les 5% des patients qui n'ont pas la délétion, mais c'est un autre défaut sur le même chromosome 5. Mais à l'heure actuelle, on a plus de difficultés, on n'est pas capable d'identifier ce 5%-là. C'est un peu frustrant pour les familles parce qu'ils n'ont pas de diagnostic. Même si on leur a dit, ça ressemble à ça. Donc, la biopsie, en fait, il y a deux types de fibres musculaires. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le type 1 et le type 2. Alors, il y a une atrophie. Quand on regarde au microscope, il y a une atrophie des deux types de fibres. Alors que si c'est un enfant qui est mou, par exemple, parce qu'il y a un cerveau atteint, il bouge peu parce qu'il n'y a pas la connexion entre le cerveau et le muscle, mais il va juste avoir une atrophie des fibres de type 2. Alors, quand on a une atrophie des types 1 et des types 2, là, on dit qu'il y a probablement une maladie, que ce soit le nerf ou le muscle. En fait, on regarde le muscle parce qu'il faut se rappeler que c'est le nerf qui va se connecter au muscle. Alors, le muscle qui est déconnecté parce que le nerf ne fonctionne pas, mais ce muscle-là a des changements. Et avec les années, s'il est déconnecté, bien, il s'atrophie, donc il rapetisse. Je vous épargne les détails au début de la maladie, là. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a un regroupement des fibres atrophiques. Je vous ai dit tantôt, moi, je suis un nerf, je m'occupe de 30 muscles. B s'occupe de 30 muscles, C s'occupe de 30 muscles. Alors, si moi je meurs, bien, mes 30 muscles sont plus connectés, alors ils vont
ils vont se regrouper ensemble. Alors que au début, les 90 muscles ou fibres musculaires sont toutes mélangées ensemble. Puis on envoie chacun des connexions, moi, B et C. Alors, à l'œil nu, on ne peut pas savoir si ce muscle est connecté par moi, B et C. Mais lorsque, par exemple, moi je meurs, ben, mes fibres qui sont plus connectées vont se regrouper ensemble. Alors, à la biopsie musculaire, on va avoir comme caractéristique un regroupement des fibres et ça, c'est suggestif d'une atteinte de la corne antérieure. Maintenant, maintenant que j'ai parlé de la clinique, de la génétique, de son mode de présentation, je vais maintenant aborder l'aspect traitement et essai clinique. Permettez-moi de me rafraîchir un peu. Donc, traitement non médicamenteux, l'activité physique. En fait, une des questions des parents, c'est souvent, par exemple pour le type 2, est-ce qu'on doit le stimuler davantage? Est-ce qu'on doit faire des exercices? Grosso modo, on dit souvent aux parents, exercice selon tolérance. Pour les types 3, par exemple, ou même le type 4, il y a une étude qui avait vérifié si l'entraînement physique en salle améliorait la force des adolescents adultes. Il semble que non. Donc, juste une activité physique selon tolérance assure que la circuiterie est toujours en marche, là. Donc, quand je fais une flexion du bras, bien, il y a un courant qui part de la moelle épinière puis qui s'en va se connecter sur mon biceps. Donc, cette circuiterie-là, en faisant l'exercice de façon répétée, ce circuit-là est toujours activé, donc il est maintenu en vie. Alors, c'est pour ça que l'activité physique est importante. Il y a aussi les exercices d'étirement. Je vous ai expliqué tantôt, si par exemple on a une faiblesse, je ne suis pas capable de soulever mon poignet vers le haut, bien, la tendance fait que je vais garder mon poignet vers le bas. Si je n'étire pas mon muscle, bien, avec les mois, l'enfant va développer ce qu'on appelle des contractures. Donc, les exercices d'étirement sont importants pour justement éviter que l'enfant faible ait des postures fixes. Technique de positionnement, c'est important. Parce que dégager les voies respiratoires, éviter que l'enfant, c'est sûr que s'il est dans son fauteuil, parce qu'il n'y a pas de contrôle de son tonus en soi, il peut, si on ne s'occupe pas bien de son positionnement, ben, il peut être mal assis et favoriser le développement de la scoliose, qui est la courbure de la colonne vertébrale. Donc, les thérapeutes qui suivent ces enfants-là vont s'occuper aussi du positionnement. La nutrition. En fait, c'est important que, à l'échelle du nerf, je vous ai parlé tantôt que la protéine SMN s'assure d'envoyer les vitamines et nutriments au nerf pour qu'ils soient viables. À une échelle un peu plus magnifiée. C'est important que les enfants soient bien nourris parce qu'ils ont besoin de toutes ces vitamines-là qui sont pas toutes identifiées pour avoir un rôle positif dans la maladie. Donc, c'est important d'avoir une nutrition adéquate. Donc, il faut éviter la sous-alimentation. À l'inverse aussi, il faut éviter la suralimentation parce que à cause de la faiblesse, bien, si on a de la difficulté à bouger le bras, si en plus on rajoute une couche adipeuse, avec le temps, ça peut être difficile. D'autant plus que c'est des enfants qui peuvent devenir moins mobiles. Donc, si en plus il y a un problème, ça peut entretenir là, le cercle vicieux. Donc, une nutrition adéquate, mais pas excessive. L'activité physique, en fait, comme je vous ai dit tantôt, c'est pour maintenir la circuiterie, donc différents exercices pour les jeunes bébés, les faire rouler dos au ventre, attraper un ballon par exemple, ça aide à la fois les muscles des mains et les muscles des bras, favoriser la position assise, marcher avec soit une aide technique ou marcher pour les types 3.
Les exercices d'étirement, bon, je vous ai dit, mais dans le but de maintenir la mobilité d'une articulation, technique de positionnement, on en a parlé. Tout ça, évidemment, c'est le but d'améliorer la flexibilité des membres, la fonction d'un membre, l'indépendance de l'enfant. Plus il est mobile, plus il est indépendant dans certaines activités et meilleure est sa qualité de vie. Les équipements, en fait, on peut, lorsque les enfants qui sont faibles et ont moins de souplesse, il y a des orthèses qui peuvent être prescrites pour éviter qu'avec le temps, les articulations restent fixes. Bon, la nutrition, on en a parlé. Maintenant, les médicaments. En fait, il y a plusieurs médicaments qui ont été tentés. D'abord, les anti-inflammatoires, comme l'indoprofène. Il y a le Neurontin, je vais revenir plus loin sur le Neurontin. Le Riluzole, l'acide valproïque avec carnitine, l'acide phénylbutyrique, l'hydroxyurée. Il y a aussi comme traitement, et c'est de plus en plus à la mode, la greffe de cellules souches. J'en ai pas encore, il y a pas de parents encore qui ont amené cette possibilité de traitement-là. Mais pour la dystrophie musculaire de Duchenne, il y a beaucoup de parents, je ne sais pas si parce que dans la recherche, on en parle de plus en plus que dans la myotrophie spinale, mais il y a beaucoup plus de parents d'enfants Duchenne qui m'ont apporté qu'est-ce qu'il y en est, là, des cellules, de la greffe des cellules souches. Et finalement, la thérapie génique, qui est la thérapie pour aller modifier les gènes. Je vais reprendre un à un les différentes modalités thérapeutiques. Anti-inflammatoires. En fait, on connaît peu des anti-inflammatoires. Il y a quelques essais cliniques qui ont été faits à travers le monde. En fait, on s'est aperçu qu'en laboratoire, les anti-inflammatoires, bon, il y a une étude avec l'indoprofène, augmentaient la protéine SMN2. Si vous vous rappelez plus tôt, je vous ai dit, on ne peut pas changer SMN1. Là, il y a un gène, il y a un défaut dans le gène. SMN1 n'est pas produit. On peut travailler sur SMN2 pour augmenter sa quantité et donc diminuer la sévérité de la maladie. Si on fait le lien, SMN3 a plus de copies, la myotrophie spinale type 3 a plus de copies que la myotrophie spinale type 1. Alors donc, si on augmente ma protéine SMN2, on peut diminuer la sévérité de la maladie. Donc il semble que les anti-inflammatoires, en fait, il y a quelques études qui ont étudié ça, mais c'est pas un sujet, c'est pas une piste là, très, très haute. Là. Le Neurontin, le Riluzole, en fait, le Neurontin, c'est un antiépileptique, pauvre Neurontin, parce que la compagnie pharmaceutique qui le produit n'a pas de succès avec cette molécule-là, n'a pas de succès pour l'épilepsie, un peu plus de succès pour le contrôle de la douleur. Mais on essaie de trouver au Neurontin un effet bénéfique, un rôle dans l'arsenal thérapeutique, mais le Neurontin, c'est pas quelque chose qui est très puissant, là. Et pourquoi on a voulu l'essayer avec la myotrophie spinale, c'est qu'il y a un rôle neuroprotecteur. Il y a je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Il y a le Riluzole aussi. Le Riluzole, en fait, a été testé dans la sclérose latérale amyotrophique. En fait, la sclérose latérale amyotrophique est un peu l'équivalent adulte de la myotrophie spinale. Ils ont une atteinte, c'est une maladie de la corne antérieure qui va se présenter souvent dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, qui est foudroyante comme maladie, mais c'est une atteinte de la corne antérieure. Et en fait, ils n'ont pas le même mécanisme, pas un défaut au niveau du chromosome 5. Il semble que c'est une maladie qui est due à une mort de cellules, une mort accélérée de la cellule, sans qu'on connaisse encore tous les mécanismes. Mais donc, c'est complètement un mécanisme différent, mais ils ont une présentation un peu similaire. Donc, le Riluzole a été tenté dans la sclérose latérale amyotrophique. On s'est dit, si ça fonctionne, si ça prolonge la vie des patients qui ont la sclérose latérale amyotrophique, est-ce qu'il pourrait avoir le même effet neuroprotecteur dans la myotrophie spinale? Alors donc, il y a des études qui ont été tentées. Il n'y a pas encore de résultats concluants, autant pour le Neurontin que le Riluzole.
En fait, qu'est-ce qu'un agent neuroprotecteur? En fait, ça vient jouer au niveau, je vais vous simplifier ça, au niveau des mitochondries pour augmenter l'énergie de la cellule. Donc, pour s'assurer que le moteur de la cellule fonctionne mieux. Donc, c'est un peu comme donner de l'essence à 91% au lieu du 87%. En fait, si on regarde par rapport à la myotrophie spinale, je vous ai expliqué tantôt, moi, avec mes collègues B et C, si moi je meurs, B et C, il faut qu'ils soient là pour assurer que mes muscles que je peux en contact avec fonctionnent. Alors, B et C ont un stress sur leurs épaules. Alors donc, eux ont besoin d'un boost pour éviter qu'eux, à leur tour, meurent. Alors, c'est un peu ça l'effet neuroprotecteur, c'est de protéger les neurones qui sont encore en vie pour qu'elles assurent la fonction de moi qui est parti. Donc, c'est ça. Donc, dans la myotrophie spinale, il y a un processus de réinnervation que je vous ai expliqué. Ça cause un stress à la cellule survivante, donc B et C. Alors, ces médicaments-là viendraient aider cette population-là, donc de cellules à risque, mais qui sont encore en vie. L'acide valproïque carnitine, en fait, l'acide valproïque, c'est un antiépileptique apparu dans les années 50, très bonne pilule avec des effets secondaires, une liste d'effets secondaires qui, heureusement, arrive peu fréquemment. Donc, très bon agent antiépileptique. Ce qu'on s'est aperçu au cours des dernières années, c'est que l'acide valproïque augmentait la synthèse de protéines SMN2 en laboratoire. Alors, suite à ça, Project Cure SMA a fait l'étude que vous connaissez, sans doute, donc acide valproïque avec carnitine, et on voulait vérifier si en laboratoire, oui, on a une augmentation de la protéine SMN2. Est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que les patients qui la reçoivent, eux, ont une amélioration de leur force musculaire? Alors, c'était le but de l'étude. On a fait type 2 et 3 2006-2007. Et là, on vient d'être accepté au comité d'éthique de l'hôpital Sainte-Justine. On va débuter bientôt le type 1 à travers l'Amérique du Nord. Nous, ici, à Montréal, on va recruter 6 patients. Évidemment, l'étude est plus petite parce que les amyotrophies spinales de type 1, il y en a peu fréquemment, heureusement, comparativement au type 2 et type 3. Donc, on veut aller vérifier si l'augmentation de la synthèse de protéines SMN2 a un rôle dans la vie de tous les jours pour ces patients-là qui le reçoivent. Pourquoi la carnitine? En fait, c'est que si on regarde juste l'acide valproïque, les patients qui reçoivent de l'acide valproïque, ont une diminution de leur taux de carnitine. La carnitine a un rôle à jouer. Et on s'est aperçu que les enfants qui, par exemple, ont un déficit en carnitine isolé, là, ça n'a rien à voir avec la myotrophie spinale, ils ont un déficit en carnitine, c'est des enfants qui sont mous. Alors, c'est sûr que si moi, je donne de l'acide valproïque, il y a des chances que j'emmène une déplétion, un manque de carnitine, et ces enfants-là vont être mous. Alors, si on étudie l'acide valproïque, puis je provoque une diminution de tonus en baissant mes niveaux de carnitine, ça va être difficile pour moi de vérifier l'efficacité de mon acide valproïque. Alors, c'est pour ça qu'on a combiné la carnitine pour s'assurer qu'en maintenant des niveaux de carnitine, on n'ait pas une diminution du tonus due à notre manque de carnitine provoquée par l'acide valproïque. L'acide phénylbutyrique, même chose. En fait, l'acide phénylbutyrique augmente la synthèse de protéines SMN2. Heureusement, c'est tous des médicaments qui sont connus, déjà utilisés, déjà on connaît leur efficacité, en fait leur profil, combien de temps ça prend pour s'absorber dans le sang et éliminé par les reins, les effets secondaires. Donc, au même titre que l'acide valproïque, l'acide phénylbutyrique est utilisé en clinique, donc on connaît ses effets secondaires et ses indications. Par exemple, l'acide phénylbutyrique est utilisé chez le nouveau-né qui présente une maladie métabolique particulière qu'on appelle les anomalies du cycle de l'urée. Mais on s'est aperçu, comme
beaucoup de médicaments, on donne un médicament pour une maladie, on s'aperçoit qu'il y a tel autre effet. Donc, en le donnant, par exemple, pour cette maladie métabolique-là, on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation de la protéine SMN2. Donc, d'où l'idée de faire un essai clinique. Il y a certains centres aux États-Unis qui ont fait l'essai. Les résultats n'ont pas été concluants encore. Alors, nous, on se propose de faire un essai clinique. C'est notre prochain médicament qu'on va étudier. Probablement plus 2009, je vous dirais. On commence d'abord avec type 2, type 3 parce que c'est une population qui est plus facile à étudier. Par exemple, si on veut vérifier les mouvements des muscles, un type 1 qui bouge à peine, c'est plus difficile d'apprécier l'effet d'un médicament. Et c'est une population beaucoup plus fragile aussi. Alors donc, on va commencer avec les types 2, type 3. D'autant plus qu'il y a plus de type 2, type 3 que de type 1. L'hydroxyurée, en fait, c'est un médicament qui est utilisé chez les patients qui souffrent d'anémie falciforme. L'hydroxyurée aussi augmente la synthèse de SMN2, donc c'est une voie très à la mode, là. C'est un sujet d'étude très à la mode. Donc, il y a certains centres qui l'ont utilisé, donc qui ont essayé, mais les résultats ne sont pas concluants. Et malgré ça, ça ne veut pas nécessairement dire que la molécule n'est pas concluante. La molécule n'est pas efficace. Il faut comprendre que ça dépend à quel âge les enfants ont été... quel groupe d'âge a été visé. C'est sûr que si on prend les enfants un peu plus âgés ou un peu plus sévères, en raison du fait qu'il y a plus de neurones qui sont morts, mais l'efficacité du médicament est plus difficile à démontrer. Mais à l'inverse, comme je vous disais tantôt, si on les prend au début de la maladie, comme ils sont dans une phase active de la maladie, ils se détériorent spontanément. Alors, ça peut être difficile de prouver l'efficacité. Bon, probablement qu'avec le développement de tous les projets de recherche, on va finalement réussir à cibler quelle population, à quel âge il faut les recruter, qui on doit recruter, qui on ne doit pas recruter. Ça devient un peu éthique, je vous dirais. J'ai fait partie du comité qui a formé le projet Cure SMA type 2, notre essai sur l'acide valproïque, et de choisir quel enfant allait être recruté, quel groupe d'âge. Ça devient un peu éthique. Là. Pourquoi on ne choisit pas l'enfant de 9 ans? Il faut comprendre, il y a beaucoup de parents qui ont été un peu offusqués de ça, l'enfant de 9 ans par rapport à l'enfant de 8 ans. C'est quoi la différence? C'est qu'à un moment donné, si on prend une population très large et qu'on prend les patients plus âgés, donc plus faibles, ça va être difficile à démontrer l'efficacité. Alors, on peut, à cause de ça, masquer l'efficacité d'un médicament parce que la population est trop hétérogène. Alors, c'est pour ça qu'on a diminué notre groupe d'âge. Je faisais juste une parenthèse. Cellules souches maintenant. En fait, qu'est-ce que la greffe de cellules souches? C'est d'introduire une cellule qui est déjà différenciée dans la moelle épinière. En fait, c'est pas de prendre n'importe quelle cellule, une cellule destinée à former un cheveu, puis d'aller la mettre dans la moelle épinière, puis youpi, on est dans une moelle épinière, on produit du SMN1 et 2. Non. C'est des cellules qui ne sont pas... c'est des cellules qui... Bon, entre la cellule mère et la cellule finale, il y a plusieurs étapes. Et donc, c'est des cellules qu'on appelle la différenciation des cellules avant qu'elles deviennent matures. Donc, on va prendre des cellules qui sont encore bébés, mais qui sont appelées à devenir des cellules nerveuses. Donc, c'est des cellules qui sont déjà différenciées qu'on va aller introduire. Ça peut être des cellules, par exemple, du sang de cordon d'un fœtus, par exemple. Il y a beaucoup de parents pour d'autres maladies qui vont aller prélever du sang de cordon. Donc, c'est des cellules un peu toutes immatures, mais qui peuvent être destinées, par exemple, à être une cellule d'un cheveu et une cellule cardiaque. Donc, je reviens à ma technique. Donc, ce serait d'introduire une cellule déjà différenciée à ce elle va être appelée à être une cellule nerveuse et aller l'introduire dans la moelle épinière. Alors, donc, moi, je suis mort, mais il y en a un deuxième, Guy d'Anjou, qui arrive et qui va aller se connecter. C'est ça, la cellule souche. Évidemment, vous comprenez que c'est des limitations considérables parce qu'il y a différents niveaux de la moelle épinière. Ce qu'on peut faire, si on ne va pas faire des greffes à différents niveaux, on peut aller dans la moelle osseuse où que toutes les cellules partent puis aller modifier
les cellules très jeunes, là. Mais techniquement, c'est plus difficile à faire que ça peut paraître, là, juste à le dire comme ça. Donc, il y a des limitations considérables. On n'en est pas là aujourd'hui, mais ça peut être une avenue intéressante. Et le but, c'est qu'on veut que ça agisse au niveau du corps cellulaire de la moelle épinière. Thérapie génique, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'en fait, toutes les autres études, la plupart ont parlé, on travaille sur SMN2 parce qu'on ne peut pas travailler sur SMN1. SMN1, il y a un défaut. Ici, c'est qu'on va aller modifier le gène SMN qui amène, on va aller modifier le gène qui a provoqué les lésions, où on retrouve la délétion. On voudrait aller intervenir pour corriger ce défaut-là. Donc, amener une protéine SMN1 fonctionnelle. Souvent, on utilise des virus et en fait, le code génétique ou les gènes d'un virus, on introduirait l'exon 7 et là, ce véhicule-là, on appelle ça un vecteur, on viendrait introduire ça dans la cellule pour que là, mon greffon d'exon 7, là, il aille incorporé dans le matériel génétique de l'enfant à naître ou de l'enfant déjà vu. Mais vous comprenez qu'il faut intervenir tôt avant la perte du neurone, d'où un point intéressant, c'est que ça serait important de savoir, en fait, de plus en plus, on souhaite que la myotrophie spinale, de par sa fréquence, de par, on dit tantôt, un adulte sur 60 à 80 est porteur. Donc, si on était capable de faire un diagnostic prénatal ou même tôt, là, un screening néonatal, ce qui veut dire que le papier buvard, le test de PPP qu'on fait chez nouveau-nés, il est question, en fait, il y a des démarches qui sont actuellement en cours aux États-Unis pour qu'on puisse inclure l'analyse là, pour cette maladie-là. Alors, si on sait dès les premières semaines de vie que l'enfant qui est né va développer la maladie, mais on pourrait intervenir tôt. Et donc, avant que la perte de neurones donne les symptômes, puis que là, c'est plus difficile. Vous pouvez aussi avoir de l'information via le site Project Cure SMA, donc www.project.curesma.org. Donc, je répète, www.project.curesma.org, qui est le site de notre groupe de recherche. Puis en même temps, via ce site, vous allez avoir l'information pour les différents projets de recherche. Donc, c'est un lien à connaître. Ça va vous tenir au courant. Puis c'est adapté aussi pour les parents. Donc, il y a de l'information qui est utile. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bien, Docteur Danjou, merci énormément. Je pense que tout le monde, Montréal, Québec, Sherbrooke, a trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine qui nous a permis de réaliser. J'espère que ça a répondu à vos questions. Québec et Sherbrooke, je vous dis au revoir. Montréal, si vous voulez rester un peu, il reste tellement de café. C'est incroyable. Café, petits biscuits, si vous voulez discuter avec les intervenants ici ou entre vous, vous êtes les bienvenus. Puis merci d'être venus. Bonne soirée.